Bonjour à tous. Merci d'être venus sur votre pause déjeuner à ce quickie qui portera sur le nommage. Je me suis dit en préparant cette session que certains d'entre vous ont sûrement déjà lu un bout de code où ils se demandent ce qui se passe. D'autres doivent se demander pourquoi venir à Devoxx et parler de nommage quand il y a tout plein de frameworks hyper innovants. Pour justifier ou pour lever des doutes et des ambiguïtés, et pour peut-être aussi demain pour vous permettre de justifier l'importance du nommage dans le code, je vais moi faire référence à deux auteurs qui sont assez connus et qui sont des références du domaine, que sont Steve McConnell et Martin Fowler. Steve McConnell, dans son bouquin, c'est quand même une certaine Bible en fait, nous rappelle que le code est plus souvent lu qu'il n'est écrit. Et il nous exhorte, en tant que professionnels du développement, de nous assurer que les noms que nous choisissons favorisent toujours le confort de lecture par rapport au confort d'écriture. Favoriser le confort d'écriture, c'est typiquement prendre une notion métier, d'accord, ou fonctionnelle, et en fait l'abréger parce que pour nous, c'est plus simple à écrire, c'est plus rapide, et que nous-mêmes, en fait, on arrive à comprendre en fait, ce qu'on avait dans la tête. Le problème quand on le fait, donc quand on fait ce choix subjectif, c'est que nous faisons en même temps, comme le disent certains, le choix de déléguer la responsabilité de comprendre l'intention que nous avions en tête au moment d'écrire le code sur le lecteur. Et c'est là où Martin Fowler dit effectivement, essayez en tant que lecteur, se prendre la tête, et là je me permets de le citer très librement, se prendre la tête sur du code pour essayer de comprendre ce qui se passe, du code sur du texte pour comprendre ce qui se passe, c'est intéressant quand on est dans un roman policier. Et pour ceux qui l'ont lu, quand on est dans un livre d'Alan Damasio, dans lequel tout le but du jeu va consister en fait à comprendre l'énigme. Et étant donné que nous, différentes personnes vont lire un même bout de code à différents moments, le but n'est pas en fait de découvrir des énigmes, mais bien en fait de comprendre ce qui se passe, parce qu'en comprenant ce qui se passe, on va rapidement pouvoir en fait intervenir, d'accord. Et Martin Fowler là-dessus dit voilà, notre code nous survivra toujours. Donc il est important pour ça que nous nous assurions que ce code il est terre à terre, basique, simple. Moi, en ce qui me concerne, je suis Michèle Avemo, je suis dev full stack chez SOAT et co-animatrice de la communauté Craft. Pour parler de nommage aujourd'hui, j'ai pris un cas pratique, comme vous avez sûrement dû le lire dans la présentation de cette session. C'est un code qui est accessible sur Internet, n'est-ce pas, que j'ai un petit peu offusqué pour les besoins de cette session. Et partant de ce cas pratique, j'aimerais pouvoir vous montrer, aussi longtemps que le temps le permettra, l'intérêt d'un bon nommage et comment ça nous incite en fait finalement à faire des choix, des designs plus sympathiques. Sans plus tarder, nous allons passer à au cas pratique. Et le cas pratique, tout le monde l'attend, hein, même moi. Donc là, en fait, je veux juste dire, voilà, donc quand on lit ce code, on va avoir ici une classe qui s'appelle app, qui a le main. Le main, on est d'accord, on ne peut pas trop le renommer, n'est-ce pas? Et ici, on va avoir en fait un run app qui est la seule méthode de cette classe. Vous voyez bien, il y a aussi un test en fait, sauf que le test, c'est un test de caractérisation. Donc comme on peut le voir là, avec son Golden Master, ils ne nous en dit pas plus en fait fonctionnellement sur ce que fait ce code. Est-ce qu'on est dans une application style facturation de clients, ou est-ce qu'on est dans une application style Instagram, Facebook, ainsi de suite? On n'en sait absolument rien en lisant ce code. Pour essayer de comprendre ce qui se passe là-dedans, en fait, on est obligé d'aller regarder dans le run app. Et run app, on a quand même entre 24 et 79. Bon, je vais faire un petit peu durer le suspense. Ce bout de code, c'est un code qui a été écrit par Donald Knuth dans son papier Literal Programming, dans lequel il voulait plutôt montrer le côté intéressant de la documentation de code. Et aujourd'hui, en fait, c'est du code qui a été généré en Pascal, n'est-ce pas, et qu'on a transposé en Java. Donc, les règles d'écriture ne sont pas du tout adaptées pour l'humain. Il n'a pas du tout écrit ce code dans le but d'être lu par des humains. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, on a ce code. C'est un code qui fonctionne, qui est en prod. Vous avez vu, le test est passant. Si ici, je modifie une valeur dans le code de production, j'ai introduit un bug. Donc, en fait, ce code-là ne marche plus. Et du coup, voilà, on n'y touche pas, ça rapporte de l'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ce code, en fait, il est quand même sur une certaine longueur. Donc, on a du M, du RR, du CC, on a du C ici. Donc ça, c'est, par exemple, moi, je vais toujours les appeler... comment on appelle? Je vais toujours les appeler, comme on a dit, favoriser le confort d'écriture. Donc, je vais l'appeler confort d'écriture, en fait. Tous ceux qui sont sur un seul caractère, c'est du confort d'écriture.
Le problème, c'est, par exemple, l'ensemble de ces variables, en fait, sont sur un seul caractère, sont difficiles à retrouver. Ici, on va avoir du k inférieur à m, du j plus 2, du j égale square, du square de hors, ainsi de suite, et ça continue, et c'est pas fini. Et quand c'est fini, ça recommence, donc on recommence, voilà. Bref, c'est du code, en fait, qui marche. Et la structure générale de ce code, c'est celui-là. On va avoir à peu près 18 lignes uniquement de déclaration et d'initiation de variables. Une grande boucle, n'est-ce pas, que les anciens qui connaissent, qui sont habitués sur ce code, nous expliqueront que ça fait x, y, z. Et on va avoir une deuxième grande boucle qui est sur les 14 lignes, n'est-ce pas? Donc, si je reste suffisamment longtemps sur ce projet, je finirai par avoir cette structure de code et je saurai me balader dedans. Mais pour comprendre fonctionnellement ce que ça fait, là, c'est un peu plus compliqué quand même, parce que je n'ai pas grand-chose. Et je peux débugger. Je peux exécuter ce code et commencer en fait à lire en fait les outputs, commencer à parler avec des gens, appeler un ami, ainsi de suite. Et quand on génère en fait, quand je commence à exécuter ce code, je commence à avoir des premiers indices. Typiquement, en sortie, j'ai les 121 premiers nombres premiers, n'est-ce pas? Et donc, on a aussi une notion de pagination, donc page number. Je continue, cette notion de 121, si je cherche en fait dans mon code, je la retrouve en fait. En fait, ce M-là représente les prime numbers apparemment. Et le page 2 ici, j'ai vu page quelque part écrit en dur dans le code, donc c'est là. Donc en fait, déjà, si j'arrive là, ce PNBR totalement imprononçable dans le cas d'une conversation avec un collègue, je peux directement le renommer, n'est-ce pas, pour faciliter un peu la lecture pour le prochain dev qui viendra lire. Tout au long de cette démo, je vais aller un peu rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais plutôt faire des grandes phases. Et du coup, quand je parcours ce code, en fait, on se dit, ah tiens, il y avait aussi des commentaires qui peuvent nous aider, enfin nous aider ou nous mener en erreur. Hein. Et les commentaires de ce code nous disent que la classe génère des nombres premiers jusqu'à un certain maximum spécifié par des utilisateurs. Que l'algorithme utilisé pour générer ces nombres premiers, c'est la crypte d'Eratosthène. Alors du coup, tout le monde se dit... Et en fait, derrière, on a 4 lignes qui nous expliquent ce que fait la crypte d'Eratosthène. Mais moi, je me suis dit, ce serait quand même plus rigolo si on avait une image. Et l'image, en fait, c'est un peu celle-là. Donc, attendez, je vais vous expliquer. Donc, du coup, on va avoir une limite maximale pour laquelle on veut pouvoir générer des nombres premiers, n'est-ce pas? Et en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on va d'abord générer en fait l'ensemble des entiers naturels qui sont jusqu'à cette limite-là. Et après, on va essayer de retrouver les nombres premiers. Les nombres premiers, ce sont tous ceux qui sont entourés, n'est-ce pas? Et tous ceux qui sont barrés, ce sont les multiples de ces nombres premiers-là. Un nombre premier est supérieur à 1 et divisible par lui-même. Donc ici, vous allez avoir un tableau de prime number qui va uniquement enregistrer les nombres que l'on veut pouvoir afficher. Et donc, ce qui se passe dans ce code, finalement, c'est qu'on va avoir tout en vert l'ensemble des constantes et d'initialisation. Donc, ce sont des variables, par exemple, de propriété, ainsi de suite. En jaune, ici, nous allons avoir la génération des premiers nombres premiers. Donc, on n'est pas dans la génération bête et simple des nombres premiers, mais vraiment juste les premiers. Et en bleu, nous allons avoir, en fait, l'affichage des 121 nombres premiers. Si ce code avait été conforme à ce qu'on attendait, on aurait eu en fait la communication qui aurait été claire. Donc, on aurait pu retrouver ici la notion de génération et d'affichage. L'ensemble des variables aurait été clairement spécifié. Et derrière, en fait, favoriser la communication, c'est par exemple ce que j'ai fait avec le PNBR et éviter la désinformation. Bon, il ne va plus me rester beaucoup de temps, donc on va peut-être commencer en fait à refactorer ce code. Déjà, il y a un mensonge dans ce code parce qu'il nous est dit on génère en fait. Mais en fait, on ne fait pas que de la génération et de l'impression. Et ça, il faut le rendre explicite. Le rendre explicite, ça veut dire je vais venir ici. Bon, je peux mettre génération and printing, mais ça ne fait pas partie des conventions de nommage en fait, des variables. Je préfère en fait un verbe impératif et dire and print primes, n'est-ce pas? Déjà, bon, en plus, le nom de la classe n'est pas ouf, donc je vais remettre le nom original. Ça, c'est un peu moi qui l'avais un peu renommé pour les besoins de cette session, encore une fois. Donc, le fait de renommer, ça me permet, en utilisant mon IDE, je suis sûre et certaine que je n'introduis aucun bug dans mon code. Et surtout, parce que j'ai été un peu biberonnée par les crafts, je vais rajouter ici une convention d'écriture de mes tests qui rend plus agréable en fait la notion de lire en fait. Je dis mon prime printer should make sure output matches gold. Cela étant dit, alors je vais aller un peu vite. Je m'en excuse si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir, je suis facilement repérable. Alors, donc on va aller. On a dit en fait on avait 2 gros blocs. On avait en fait de l'affichage de primes, mais c'est pas vraiment de l'affichage juste des primes, c'est l'affichage des first primes, n'est-ce pas? Et à côté de ça, nous avions un deuxième gros bloc. Ok, j'ai le temps. Okay. Un deuxième gros bloc dans lequel en fait on fait de la génération des first primes
Et cette génération des first primes, bon, bah, ça nous permet déjà, d'une certaine façon, de se dire, OK, j'arrive dans Generate and Primes, et là, je vois Generate et Prime. Par contre, nos conforts d'écriture ici sont un peu gênants parce que ici, quand on regarde ce qui est en paramètres, on se rend compte facilement, le fait qu'on puisse les voir comme ça, on se rend compte que ce sont des valeurs qui sont utilisées uniquement dans la génération et jamais dans l'impression. Donc, je vais revenir sur mon refacteur de tout à l'heure et dire, en fait, finalement, hop, tout ce qui n'est pas constante, ici, hop, et tout ce qui est utilisé, je vais plutôt les embarquer dans mon Generate Primes. OK. Et là, c'est magique, parce que le fait de me dire, OK, je commence à voir en fait la structure de mon code, je vois en fait la génération et l'impression, je peux me dire, mon tableau de nom premier que j'avais tout à l'heure, en fait, c'est celui-ci. Ah, bon, peut-être pas celui-là, peut-être pas comme ça. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Et après, bon, ça n'est plus utilisé, donc on enlève. On se rend compte qu'ici, on va avoir du RR et du CC. On ne sait toujours pas à quoi ils correspondent. Oh non, ça, c'est pas bien parce que ça nous oblige à passer dans le rouge. Je vais faire plutôt comme ça. Je vais venir là et hop, 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 hop. Tac. Donc là, ce que j'ai fait, c'est juste éviter de tomber dans le rouge pour pouvoir plus facilement supprimer en fait ces paramètres-là. Et donc, je remonte là. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai en fait ma méthode qui commence en fait à diminuer de taille. C'est pas mal. J'ai ici ce M qui est finalement le nombre, donc c'est un peu la limite maximale. Hein. Je vais mettre threshold. Je garde l'anglais parce que le code était déjà en anglais. Et à côté de ça, je vais le passer en paramètres, n'est-ce pas? Et une fois que je l'ai passé en paramètres, je dis que ça, par exemple, hop, 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 ça c'est ma limite. Et finalement, je vais le mettre en constante, donc je peux très bien supposer que... Désolé. Hop. Bon, pas mal. Ici, j'ai en fait une fonction qui fait deux choses. C'est quelque chose en fait qu'on n'aime pas trop. Donc, nous allons en fait juste rendre ce code facilement compréhensible sans avoir besoin du app helper, parce qu'on peut imaginer que cette fonction-là ne dépend pas de app helper, mais soit en fait vienne d'une autre classe, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, donc il me reste 2 minutes 38. Alors, cette classe ne sert plus à rien finalement, et à chaque fois en fait que j'ai refactoré, j'utilisais mon IDE, donc il n'y a aucune raison en fait que mon mon test s'arrête de fonctionner. Donc là, j'ai quand même quelque chose, c'est-à-dire on arrive, on se dit, bon, bah, je suis dans la classe PrimePrinter, je fais de la génération jusqu'à un certain niveau, donc je peux jusqu'à enfin, voilà. Après, le nommage n'est pas une science exacte, donc en général, vous allez en discuter avec vos collègues et tout, et tout, et tout. Et là, on a un début de quelque chose. Bien sûr, là, ce que j'ai fait, c'est juste cacher en fait tous les détails qu'on avait tout à l'heure, je les ai cachés sous le tapis. Et si je commençais en fait à refactorer, par exemple ici, je peux imaginer que toute cette partie-là, qui fait uniquement de l'affichage du header, je peux dire, voilà, ça fait du print headers, page header. N'est-ce pas? Je peux en fait l'améliorer de façon à ce que quelqu'un qui arrive sur le code va pouvoir comprendre par lui-même que là, en fait, bah, le programme qu'il a vu en prod, voici la partie qui gère l'affichage du header, voici la partie qui gère l'affichage des primes dans la page. Par exemple, c'est un choix. Et donc là, ça me laisse encore juste un petit peu de temps pour vous montrer une solution. Donc d'accord, le code n'est pas parfait et je n'aurai certainement pas le temps là de vous montrer, de vous faire le renommage un à un de toutes les variables. Par contre, je peux vous montrer une solution qui est un peu plus parlante. Git checkout, tac, voilà, hop. Voilà. Donc, on va regarder. Donc ici, on a toujours la même histoire. On a le generate first prime. La différence, c'est qu'ici, le next eligible prime, c'était mon JJJJJ. Le prime counter, c'était le K, donc en fait, qui consiste à compter le nombre de prime numbers qu'on a dans le tableau. Ici, c'est en fait la racine carrée des prochains nombres premiers, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc déjà, ce code n'est pas parfait, bien sûr. Renommer le code, ça ne veut pas dire qu'il devient tout de suite parfait. Par contre, ça peut nous permettre de créer de nouvelles classes, de sortir les dépendances, d'imaginer en fait une structure de code un peu plus ambitieuse. Et en fait, donc je vous ai déjà dit en quoi ça consistait. Nous avons sur le sujet sorti une refcard. Il y a quelques exemplaires ici si ça vous intéresse. Vous pouvez flasher ce QR code pour en savoir plus. Attention, il vous reste 2 secondes. Et voilà. Là-dessus, vous avez sur mon GitHub, vous avez en fait le lien
de l'exo, vous avez deux branches. La branche master qui a l'exercice que vous pouvez récupérer, bien entendu. Vous pouvez retrouver cet exercice dans le papier de Donald Knuth. Et sinon, là, dans le QR code, c'est le post d'un ami à moi avec qui on a écrit, la ref card, qui revient longuement sur le sujet du nommage. Je vous remercie.